RMC, le grand oral des grandes gueules. Je disais, ce n'est pas un académicien, mais il a travaillé sur un dictionnaire, le dictionnaire de sa vie. C'est l'avocat Éric Dupond-Moretti qui est avec nous. Le livre est aux éditions Kéro. Maître, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. On reçoit un buveur de whisky, un fan de tauromachie, un anti-vegan, un homme qui déteste les réseaux sociaux, bref, un homme de son temps. Exactement, oui. Non, vous le faites exprès? Non, non, pas réac. Non, un type qui dit qu'on est dans l'hyper-moralisation de notre époque et qu'elle génère l'appartenance obligatoire à des camps ou à des clans de façon assez manichéenne. La bien-pensance, la mauvaise-pensance, le bien, le mal, la vérité, le mensonge. Donc ensuite, si vous voulez, notre époque est une époque qui stigmatise les tensions davantage que ce qui peut nous réunir. Alors les choses les plus graves, c'est les communautés religieuses qui s'opposent comme elles se sont rarement opposées dans notre pays, les sexes, les femmes contre les hommes, beaucoup de choses à dire là-dessus, et puis les anti et les pros, et tout ça dans une tension et une violence exacerbée qui est rare. La corrida, les fumeurs, tout ce que vous voulez, tout est sujet maintenant à polémique et à polémique stérile. Vous prenez un malin plaisir dans votre dictionnaire de dire bah oui, j'aime le whisky, oui, j'aime bien bouffer, la tauromachie, on peut parler de la souffrance animale, mais on peut aussi parler de la tauromachie et de la beauté de la tauromachie. Les véganes, vous les détestez. Vous-même, vous rentrez dans la polémique en quelque sorte en affirmant comme ça. Non mais la différence, c'est que c'est vrai. C'est vrai que je les aime pas beaucoup, tous ceux que vous avez cités, mais la différence, elle est là, elle est essentielle, Moi, je ne contrains personne à aller à la corrida. Et je comprends même que ce soit un spectacle détestable pour certains d'entre eux. Je ne contrains pas les véganes à manger de la viande. Je ne contrains pas les buveurs d'eau à boire du whisky. Enfin, voilà l'histoire. Ce que vous supportez pas, ce sont les hygiénistes. Oui, et puis cette espèce d'intolérance que l'on rencontre partout et qui est exacerbée et qui fait de notre époque une époque au fond assez singulière. C'est-à-dire C'est-à-dire que on n'a jamais été aussi réglementé que par les temps qui courent. Dernier exemple en date, siffler une fille, c'est 90 € d'amende, mais on marche sur la tête. Moi d'abord, à l'époque où j'étais pas vertueux, je l'ai fait beaucoup. Mais la vraie question, par exemple, c'est est-ce que on doit payer les femmes comme les hommes? La réponse c'est oui, évidemment. Ça, c'est un vrai combat. Oui, mais le reste, on s'y perd. Mais siffler, alors l'amende, Marlène Schiappa qui la défend, elle dit ça sera valeur pédagogique. Pédagogique. Elle sera peut-être pas applicable ou appliquée, mais elle sera pédagogique. Ça, c'est du domaine de la bienséance, de la bonne éducation, mais pas de la loi. Il ne faut pas tout mélanger. C'est ça qui est inquiétant. C'est que la loi rentre dans ce domaine-là, qui est le domaine de nos comportements respectifs. On peut ne pas aimer les mecs qui sifflent, mais c'est pas une raison pour en faire une infraction pénale. Non, mais vous savez très bien, maître, qu'on est obsédé par la loi dans notre pays. C'est ce que je dénonce. On fait des lois en permanence. Mais c'est ce que je dénonce. Enfin, les avocats en vivent. Mais non, les avocats, ils vivent pas de la loi, non. Non, pas du tout. Bah si, ça fera du boulot, ces amendes qui vont être distribuées contre les siffleurs de rue. Ah, les amendes, d'abord, il n'y a pas d'avocat. Je pense que c'est des amendes forfaitaires. Non, les avocats ont même du mal avec la loi, parce qu'il y en a tellement que parfois on a du mal à les lire. Ouais, et que parfois elle rentre en vigueur, et une autre loi arrive, et la précédente est obsolète. Ouais, puisque vous dites que vous avez assez de cette société hygiéniste ou de dénonciation, à la lettre T, il y a le hashtag #Tonport, où on tenait à ce que les femmes se libèrent, parlent, évoquent ce qui leur était arrivé. Qu'est-ce que vous reprochez à Tonport, alors, Éric Dupond-Moretti? Moi, je ne suis pas du tout contre le fait que les actes illégaux soient dénoncés, mais à la justice. C'est pour ça qu'elle est faite, la justice. Pas sur les réseaux sociaux, qui condamnent très très vite, trop vite, au mépris parfois de la présomption d'innocence. Vous dites l'écho médiatique est 1000 fois plus dévastateur que l'écho judiciaire. Évidemment. Et même si sur 100 dénonciations, il y en a 99 qui sont fondées, il y en a une qui ne l'est pas. Et celles qui doivent recueillir la parole des femmes qui ont été malmenées, c'est les policiers, les gendarmes, les enquêteurs de façon générale, et la justice. Pas autre chose que ça. On livre une espèce de tribunal populaire, tel ou tel type, en disant il y a 20 ans, il a fait ci, il a fait ça, etc. Moi, ça me chagrine beaucoup. Pourquoi ?
Parce que finalement, c'est aussi le débat sur la prescription des faits. Vous dites, dans les affaires DSK et Baupin, le procureur de Paris constate la prescription des faits, c'est vrai. Il devrait s'arrêter là. Le problème, c'est que derrière, effectivement, il dit, comme à regret, que les accusations étaient crédibles, mais comme elles sont prescrites, on ne peut pas aller plus loin. Bah alors, c'est vrai que la loi dit que c'est prescrit, donc circuler, il n'y a rien à voir. En même temps, tout le débat est justement sur la parole des femmes, à quel moment il faut parler vite, parce qu'ensuite les faits sont prescrits, à quel moment il faut porter plainte, c'est un vrai débat. Vous mélangez des choses qui sont différentes. Est-ce que l'on peut livrer à la vindicte des agissements dont on se dit victime ? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que ça peut aboutir à des catastrophes. Maintenant, vous me parlez de la prescription, c'est tout autre chose. Oui, j'ai déploré dans mon livre que le parquet prenne position sur les faits. Le parquet, c'est pas le juge du siège. C'est une partie parmi plusieurs autres dans le procès pénal. Donc c'est pas le procureur qui doit dire oui, les faits sont avérés, c'est le juge de façon définitive. Et là, quand le juge l'a dit de façon définitive, il n'y a plus de présomption d'innocence, il y a une démonstration de culpabilité. Mais les victimes, elles parlent parce qu'elles voient une personnalité comme Denis Baupin, c'est le cas d'ailleurs, se répandre, faire des campagnes contre la violence faite aux femmes, et c'est ça qui les fait réagir. C'est pour cela la question de la prescription, pas la prescription. Le chemin qui sépare la plaignante de la victime, il y a aussi des petits efforts sémantiques, c'est le même chemin que celui qui sépare l'accusé du condamné. Donc, moi, je ne dis pas que ces femmes ne disent pas la vérité. Je dis que judiciairement, ça n'est pas établi. La prescription, ça existe. C'est pas fait pour les chiens. Et qu'à partir de ce moment-là, personne ne peut en dire plus. C'est tout ce que je dis. Joël. Oui, moi, je comprends ce que vous dites par rapport au sujet sur les femmes, qu'il faut aller à la justice. Le problème, c'est que dans votre livre, vous n'avez pas du tout confiance au système judiciaire. En tout cas, c'est ce que vous laissez apparaître. Et donc, donc vous n'avez pas du tout confiance au système judiciaire. Vous qualifiez le système judiciaire de tambouille. Donc c'est pas rassurant pour une femme, par exemple, comme moi. Si demain je suis agressée, il y a tout un parcours avant d'arriver devant le juge. Il y a la police, il y a le policier qui va m'entendre. Est-ce qu'il va m'entendre correctement ? Il y a eu plusieurs témoignages qui ont démontré que c'était pas toujours le cas. Donc il faut aussi comprendre que les réseaux sociaux, bien sûr, je déplore que ce soit un tribunal, que ce soit devenu un tribunal, mais ça permet aussi une libération de la parole qui, des fois, n'a pas été entendue, justement, par le système judiciaire classique. Alors, que j'ai un regard critique sur l'institution judiciaire, c'est vrai, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais d'abord, il n'est pas nihiliste. Je donne toujours les exemples de ce qui m'a chagriné. C'est pas ça marche pas, pointe à la ligne. Ça marche pas pour telle et telle raison. Mais c'est quand même 1000 fois mieux que le tribunal populaire, sans défense, pour celui qui est accusé, sans aucune garantie, où on jette l'honneur des gens comme ça, sans pouvoir vérifier. Oui, le système judiciaire est perfectible. Je dis aussi qu'il y a de très bons juges, comme il y a d'ailleurs de très bons policiers ou de très bons gendarmes qui font leur boulot parfaitement. Mais en tous les cas, l'institution judiciaire qui est la nôtre, c'est mieux que les trompettes de la renommée, avec tous les risques que cela comporte. C'est ça que je dis. Moi, je suis pas contre du tout que les femmes puissent exprimer des choses dont elles ont été victimes. Je me réjouis de cela, mais pas dans n'importe quel réceptacle. Alors, vous dites qu'il y a de très bons juges, c'est vrai dans votre livre, mais il y a un chapitre sur l'École nationale de la magistrature. Il y a un échange de lettres. Vous voulez supprimer ? Il y a un échange de lettres avec le directeur Olivier Laurent, un échange extrêmement positif. Je voulais savoir d'abord si vous avez rencontré maintenant Olivier Laurent. C'est prévu, ça va se faire. C'est prévu et moi je m'en réjouis, oui. Et puis évidemment, ce ne sera pas une rencontre avec Olivier Laurent. Il faut expliquer les élèves de qui il s'agit. Alors Olivier Laurent, c'est le directeur de l'École nationale de la magistrature qui a présidé durant de longues années la cour d'assises de Paris. J'ai toujours dit de cet homme qu'il était un magistrat exceptionnel. Et puis, il préside maintenant aux destinées de l'ENM. Un jour, sur un plateau de télé, je dis il faut supprimer l'ENM. J'ai un certain nombre d'arguments là-dessus, on pourra les développer si vous le voulez. Et il m'écrit, et c'est une lettre ouverte, et il m'invite pour venir en discuter, ce qui prouve qu'il a beaucoup de largeur de vue et d'esprit. Et naturellement, je lui réponds chiche. Et nous avons prévu cette rencontre, je crois que c'est au mois de mai, avec les étudiants, avec les élèves futurs magistrats. Et donc vous allez bien défendre la suppression de l'ENM. D'ailleurs, il n'y a pas de ENM dans les autres pays européens, je crois qu'il n'y a qu'au Portugal. Oui, c'est ça. Ouais. Alors comment ça marche justement quand il n'y a pas d'école de magistrature expliquée ? Parce que dans ce cas-là, les magistrats sont 10 ans avocats. Le premier avantage de ce système-là,
Alors, le premier inconvénient de l'ENM, selon moi, c'est qu'il renforce les corporatismes. Ça encaste des jeunes gens. Et puis, l'avantage d'un système dans lequel les juges seraient d'abord des avocats, c'est que quand on a fait 10 ans d'avocature, je pense, on est moins arrogant que quand on a 25 ans et qu'on sort de l'ENM. Et qu'on n'a aucune expérience de la vie. Parce que les avocats, ils quémandent. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient des trucs totalement imperdables, ils gagnaient parfois des trucs totalement ingagnables, et ça donne sur les choses beaucoup de modestie et d'humilité, ce dont les magistrats ont impérativement besoin. Actuellement, il y a des anciens avocats qui sont magistrats. Est-ce que vraiment c'est probant? Si on fait le parallèle, est-ce que vraiment ceux qui ont été avocats avant sont de bien meilleurs magistrats que les autres magistrats? Je peux pas vous dire. Il n'y a pas de Ça n'a pas été statistique évalué, là-dessus. ça. Je peux pas vous dire, non. Maxime. Moi, j'ai attentivement lu votre livre et d'ailleurs, je dois avouer que je suis légèrement impressionné de vous avoir en face parce qu'avant de faire histoire, j'étais en droit et je fais un aveu de culpabilité que c'est surtout en vous voyant vous exprimer que j'ai eu envie d'abord de faire avocat. Et il y a une phrase qui m'a souvent obsédé en quelque sorte chez vous. Vous dites toujours, moi, je suis prêt à défendre n'importe quel homme, mais jamais une cause. Et alors, comment vous faites, par exemple, lorsque cet homme est l'incarnation d'une cause précise? Tu as un exemple? Je me souviens sur un plateau, c'était avec Mera, vous aviez dit, il me semble que c'était, pardon pour la concurrence, c'était sur une émission d'Europe 1, vous avez dit, moi je pourrais très bien défendre Hitler tant que je ne défends pas le nazisme. Bah oui, et tant qu'il ne me demande pas de défendre le nazisme. C'est difficile de faire... C'est difficile, ça veut dire qu'en réalité je le défends pas si on est sur cette ligne-là. Alors Abdelkader Mera Abdelkader Mera m'a jamais demandé de faire l'apologie de l'islamisme. Jamais. D'ailleurs, personne n'a entendu ça dans ma bouche. Mais quand vous avez dit je suis fier de défendre Abdelkader Mera, est-ce que à ce moment-là vous dites peut-être que je vais quand même choquer les victimes? Il fallait que j'ai honte de défendre un homme qui était l'incarnation du mal absolu. Je non, pense mais pas forcément afficher sa fierté. Bah si, c'est une fierté d'avocat, bien sûr. Bien sûr, Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer de dire je suis fier de défendre Oui, mais Abdelkader enfin, j'étais attendu au tournant. En même temps, on attendait la phrase qui allait choquer, qui était susceptible de choquer. Il fallait absolument que ce qu'on voulait, en réalité, on concédait parfois, alors du bout des dents, qu'il fallait un avocat pour Mera, mais il aurait fallu un avocat taisant et qui ne fasse pas le travail de contradiction qui méritait d'être fait. Donc oui, je suis fier de l'avoir fait parce que c'était difficile de le faire et que je me suis rarement senti autant avocat que ce jour-là. Oui. Oui. Si vous défendez un type dont il est avéré qu'il est totalement innocent, que tous les médias disent depuis 5 ans qu'il est innocent, que c'est une erreur judiciaire, que je sais pas quoi, c'est beaucoup plus facile. Vous avez reçu des menaces ensuite? J'ai reçu une lettre de menace d'un type qui a été identifié. J'ai réclamé 1 euro de dommages-intérêts. J'ai demandé à Francis Piner de déposer une plainte parce que le parquet général n'a pas voulu prendre cette lettre de menace en disant ça ne regarde pas. Vous le dites dans la plaidoirie. Oui, je l'ai dit, oui, bien sûr que je le dis. Et voilà, il a été jugé, je ne me suis pas présenté à l'audience et c'est pour moi terminé cette histoire. Vous avez inventé un terme que vous utilisez plusieurs fois dans le livre, c'est la bataclanisation. C'est pas facile à prononcer. Des esprits, c'est la lettre B. Le Bataclan nous a fait perdre un peu la tête, c'est ce que vous écrivez. La loi antiterroriste, la dernière, vous la rejetez parce qu'elle met à mal nos libertés individuelles. On stigmatise les musulmans. Expliquez, c'est quoi ce terme de bataclanisation? Non, je suis beaucoup moins affirmatif et donc beaucoup plus nuancé que vous sur la loi antiterroriste. La bataclanisation, c'est quoi? C'est d'abord l'horreur légitime que nous inspire le terrorisme. Les conséquences dramatiques de ces actes et le repli sur soi que ça génère. C'est-à-dire que au Café du Commerce, on dit les islamos, faut leur mettre une balle dans la tête sans procès. Et ça, c'est une espèce de régression, fantasmée sans doute, mais tout de même exprimée. Exprimée sur les réseaux sociaux aussi, par des gens distraits qui oublient souvent de signer leur petit billet d'humeur. Alors moi je dis, les islamistes, les terroristes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on change de vie et de mode de vie et de mode de pensée. Et la traduction judiciaire de cela, c'est qu'on voudrait presque qu'il y ait des procès dans lesquels la preuve ne soit plus utile au fond. Et je dis, si on rentre là-dedans, alors les terroristes ont gagné et nous avons régressé. Parce que ce qui fait la différence entre la barbarie et la civilisation, c'est la règle de droit.
Mais un mot sur ça. Moi, je trouve que les Français ont été très raisonnables. Ils ont été frappés plusieurs fois par cette vague terroriste qui n'est pas terminée, nous dit-on. Ils ont été raisonnables. Il y a eu finalement très peu d'appels à la haine. Il n'y avait pas eu des manifestations avec des millions de gens pour réclamer la mort des musulmans. Au contraire, les gens sont descendus dans la rue pour dire vivons ensemble et continuons à vivre ensemble. Mais attendez, j'espère bien quand même. Bah oui, mais ça peut être possible. Non, mais ça s'adresse à tous ceux qui, par exemple, politiquement, ont une tentation extrémiste. Et ça, vous n'allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas eu des répercussions de ces attentats sur l'électorat. C'est minoritaire. Non, je crois pas. Éric Dupond-Moretti, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant. Les GG, les grandes gueules, le grand oral des GG avec Éric Dupond-Moretti, le dictionnaire de ma vie réalisé avec Laurence Monsénégo, c'est aux éditions Kéro. Question de Joël. Bon, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai dévoré votre livre. Je ne pensais pas, parce qu'on vous voit quand même pas mal dans les médias, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va encore apprendre de plus? Finalement, j'ai tout stabiloté, donc vous me devez 2 stabilos boss. D'accord. Et sinon, alors je voulais revenir sur le terme acquittator. Donc vous êtes plutôt fier quand vous appelez acquittator, vous dites même que vous préférez acquittator que perdator. Ah ouais. Mais enfin, je trouvais que c'était un terme qui était quand même, qui faisait un peu robot, un peu désincarné, alors que finalement vous êtes très très humain, hein, plutôt humanitor. Et du coup, je voulais savoir si Plutôt humanitor. oui, il est plutôt humanitor. Il faut lire, hein, ça y va dans le vin, dans la viande. Voilà. Et je voulais savoir si quand un client venait vous confier un dossier, son dossier, est-ce que sa déception, si vous n'arrivez pas à gagner l'affaire, était beaucoup plus grande? Est-ce que vous pensez qu'elle est beaucoup plus grande quand c'est vous que si c'était un autre avocat? Je pense qu'elle est à l'aune des espérances que le client, comme vous dites, a pu mettre dans l'efficacité de son avocat. Non, d'ailleurs, moi je me défie, je l'ai toujours dit, acquittator. Non, mais c'est plus sympa que perdator, ça vous avez bien compris. Oui. Mais en même temps, ça doit pas être une espèce de truc magique où les gens se disent, ah ben voilà, avec acquittator ça marche. Je me défie de ça. Notre métier nous oblige à une obligation qui est une obligation de moyens, pas de résultats. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu des trucs, moi, imperdables. Mais qu'est-ce qui vous fait accepter ou refuser une affaire? C'est de multiples critères. D'abord, c'est mon agenda. Ça, c'est un grand privilège pour moi aujourd'hui, parce que quand j'ai démarré, tout était bon. Hein. Pas de petites, de grandes affaires, de trucs, d'intéressantes. Bon, l'agenda, c'est le premier critère. Ensuite, l'intérêt que je porte à l'affaire. Est-ce que l'affaire est dans mon domaine de compétences? Les facultés contributives du client, ça joue aussi évidemment un rôle, parce qu'une machine comme la mienne, c'est une structure importante. Il y a du secrétariat, il y a des charges fixes. Enfin, c'est pas quand vous travaillez seul. Oui. Non, allez-y, finissez votre phrase. Parce Oui. que selon le dossier, je me disais, avec ce que vous mettez au Front National, est-ce que vous pourriez défendre une personnalité du Front National? Mais attendez, me faites pas répondre à 2 questions. Je suis Excusez-moi, capable de faire pardon. ça. Non, mais vous disiez, les critères. Et donc voilà, et puis l'intérêt que je porte à l'affaire. Voilà, grosso modo, les critères. Ça coûte combien Dupond-Moretti? De l'heure. Ça dépend. De l'heure. Non, mais ça dépend. Ça dépend du client. Ça peut être gratuit, ouais, Absolument. mais c'est pas toujours le cas. Non, mais Évidemment, oui, vous avez ça bien peut. compris. Mais une fois de temps en temps, ça peut l'être. Parce Mais que- comme tous les avocats, hein, oui, parce que tous les médecins aussi. Au pénal, Mais ça peut être aussi très cher. Et puis ça dépend aussi du service que vous rendez. c'est-à-dire C'est-à-dire, je sais pas, moi, vous êtes dans un litige qui porte sur beaucoup d'argent et vous gagnez. Évidemment, il y a ce qu'on appelle un honoraire de résultat qui peut être envisagé. vous avez combien de dossiers en cours? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Donc, vous avez beaucoup alors. Beaucoup. Oui. Abdelkader Mera, c'était payant pour la famille Non. ou pas? Non. Bon, au début, ils ont payé quelque chose. J'ai suivi l'instruction. Et ensuite, quand l'audience est arrivée, j'ai pas demandé le bénéfice de la commission d'office parce que on aurait dit qu'il était, il y aurait eu une polémique de plus. J'ai préféré renoncer à ça. Je me suis expliqué Donc là-dessus. on en d'ailleurs. revient à vos dossiers. Je disais, est-ce que le Front National, si on vous pose un dossier Front National ou personnalité du Front National, vous défendez? Ils ont déjà Gilbert Collard. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent me voir? D'ailleurs, l'anecdote sur Gilbert Collard dans le bouquin est assez, Ah oui. assez drôle. Alors, Vas-y. racontez. Il se croise, il me semble que vous croisez à la Ouais, sortie d'un plateau. je déjeune avec un député près de l'Assemblée nationale. Je sors et puis Gilbert Collard que je connais bien, hein, enfin que je connais professionnellement, me rencontre et il me dit: je te félicite pour ta carrière. Je lui dis: moi non. Et là il me dit, il est un peu choqué, un peu vexé. Il me dit: tu finiras mal. Je lui dis: peut-être, mais pas au Front National. Enfin voilà le. Alors justement, le dialogue. pourquoi vous publiez le casier judiciaire du Front National? Alors il n'est pas complet, mais enfin. Non, il est pas complet. non, Non, mais faut mais dire bon, tout de suite. alors Parce que pourquoi sinon c'est une encyclopédie, c'est pas Au un dictionnaire. chapitre dédiabolisation. Alors pourquoi justement?
parce que j'aime pas le Front National. Et c'est pour dire que le Front National, c'est comme les autres. Il y a Grand autant 1 de... et Grand 2, que toute cette histoire de dédiabolisation, et pour moi, du pipeau, c'est une mystification, mais totale. Comment on découvre à je sais pas quel âge qui est son père, par exemple, c'est une grande question. Et puis cette histoire de nous sommes un parti maintenant fréquentable, invitable par tous les grands médias, etc., etc. Mais quand on voit ce qui gravite au Front National, ouais, c'est écrit, il y a un petit casier là. Vous ne croyez pas au changement du Front National avec l'éloignement de Jean-Marie Le Pen? Mais ça n'arrête jamais. Mon confrère Valran de Saint-Just, qui a défendu Jean-Marie Le Pen, puisqu'on parle d'avocat d'intervention dans beaucoup de ses procès, il était souvent condamné pour incitation à la haine raciale, et est un de ceux qui aujourd'hui critique Jean-Marie Le Pen pour ses anciennes positions, pour ses positions, j'en sais rien. Bon, et chaque semaine nous apporte un truc intéressant. La politique, on vous a déjà, j'imagine, fait des offres? Ouais, mais je veux pas y aller. Pourquoi? Parce que je suis trop indiscipliné pour aller en politique. Vous seriez jamais ministre de la Justice? Mais c'est pas ça, mais c'est que vous êtes obligé d'accepter des idées des idées collectives qui sont pas forcément les autres, qui sont pardonnez-moi, pas forcément les vôtres. J'ai quelques problèmes de voix ce matin, je vous prie de m'excuser. C'est la clope, c'est pas grave. un con pour un avocat. Non, c'est la grippe. Et moi, j'aurais beaucoup de mal avec ça. Mais par exemple, vous seriez dans un gouvernement de gauche ou de Mais droite? quel gouvernement? Il y a personne qui me prendrait pour aller au gouvernement. Oh, je suis sûr qu'on vous l'a Mais proposé. je sais. On se dit, alors, Dupond Moretti. Il fait Mais le non. plus beau des métiers en plus, franchement. Enfin, les avocats Voilà. qui font de la Non, mais voilà. politique. Voilà. Attendez. Oui, enfin, Non, excusez-moi. mais enfin, voilà, et la réponse, elle est là. Qu'est-ce que vous d'accord, voulez que enfin, le nombre d'avocats qu'on a vu en politique, et vice versa d'ailleurs, parce que les politiques deviennent avocats ensuite. Oui, mais moi, je suis bien là où je me trouve. Vous voulez absolument que j'entre au gouvernement. Vous voulez fermer, vous voulez fermer. En parlant donc, de bien là où vous trouvez, je trouve à la lettre F, Furbury. Or, je pensais que vous alliez mettre Fauconnier, ou que vous alliez parler de votre passion. Or, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que Furbury, vous le prononcez un peu à l'écossaise. À l'américaine, c'est pas top. Ouais. Alain Furbury, c'est celui qui m'a appris mon métier, et je lui rends hommage dans ce livre. Et pourquoi pas Fauconnier alors? Fauconnier, parce que je sais que vous aviez... Parce que j'avais envie de parler d'Alain Furbury. Il est drôle, lui. Voilà. Merci Maxime. Jacques. Excellente question, Maxime. Oui, merci Maxime. Jacques. Il y a une réforme qui est prévue de créer un peu j'ai vu des tribunaux criminels. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je sais pas, parce que c'est pour le moment c'est une annonce, j'ai pas vu les textes. Il y a une pratique là qui n'est pas inscrite dans la loi, mais qui fonctionne depuis des années, qui est une pratique de correctionnalisation de certains crimes. C'est-à-dire que on oublie une circonstance aggravante pour en faire un délit, c'est pas tout à fait vrai, et c'est jugé par des juges professionnels en correctionnel. Bon, ça aura au moins le mérite de la clarté. Pour le moment, je n'ai pas davantage de renseignements que cela, donc je préfère me C'est un taire. tribunal criminel, Jacques, parce que tout le monde n'a pas suivi l'histoire. Tribunal criminel qui ne ouais. jugerait plus que, en fait, cour d'assises qui continuerait à fonctionner, mais pour les crimes les plus graves. Et pour un certain nombre de crimes, on aurait un tribunal qui serait composé de magistrats professionnels sans les jurés. C'est pour aller plus vite, si j'ai bien Oui, compris. C'est pour aller plus vite. C'est Oui. dans ce que je propose, Mme Belloubet, mais par contre, en appel, il y aurait des jurés. Alors, c'est un peu quand même. Pas de jurés, je dirais, en première instance, et après, s'il y a appel, il y aurait des jurés. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, mais la cour d'assises, dans notre système judiciaire, c'est l'expression d'une démocratie directe. Et en cela, je trouve que c'est intéressant parce que, on parlait tout à l'heure de pédagogie, c'est toujours intéressant que les citoyens puissent participer au fonctionnement de leur justice et qu'ils voient comment ça marche de l'intérieur. On va filmer ces procès alors. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on filme les procès. Je pense que tout le monde aurait à y gagner. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire Cantat, en ce moment, de Bertrand Cantat et du procès de nouveau public médiatique qui lui est fait? Oui, ça rejoint ce que nous disions tout au début. C'est-à-dire que tout est sujet à polémique. Je pense que Cantat a purgé sa peine, il a commis un crime, il a purgé sa peine, et il savait ensuite qu'il est artiste. Bon, que la famille de Marie Trintignant soit indignée, je comprends. Bien sûr, ces gens-là ont le droit d'exprimer cela, mais que des associations s'en mêlent et
On n'est pas obligé d'aller voir Quentin en spectacle si on n'a pas envie d'aller le voir. Elle manifeste devant ses salles. Hein, en Oui, demandant, mais c'est pas normal. Alors, on retire les subventions publiques ok, de d'accord. certains des concerts. Oui, enfin ça c'est des fait, âneries. d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait alors avec Quentin? Il peut être quoi? Boucher charcutier, boulanger, garagiste, mais pas artiste. Il faut se faire discret. C'est ce qui sait faire. Mais comment vous vous faites discret quand vous vous produisez en scène? C'est antinomique. Qu'on le laisse faire. Je le redis, les gens ne sont pas obligés d'y aller. On n'est pas obligé de vociférer. Là, il y a une espèce de déferlement de haine de gens qui ne sont pas concernés. Que la famille exprime ce qu'elle a exprimé, je l'entends, mais que les autres se mêlent de leurs oignons. Il y a la justice, on en parlait avec cette idée de tribunal criminel, elle est inquiétante, cette justice. On la comprend pas quand on n'est pas dedans, professionnel. Elle est très lente, parfois elle est très rapide, et puis parfois tout d'un coup elle redevient lente. On a l'impression que c'est une machine un peu infernale et qui a peut-être même échappé à ses créateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est votre métier, matin, midi et soir. Je pense que la justice a à la fois des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. Les circonstances atténuantes, c'est effectivement le manque de moyens. Ça, c'est une réalité que personne ne peut discuter. Pour autant, moi je pense, je l'ai exprimé, qu'il y a maintenant une nouvelle génération, j'avais dit un peu schématiquement une nouvelle race de juges, lesquels se sont affranchis des règles qui sont les nôtres. En particulier, ils n'ont pas respecté, je le redis ici, le secret professionnel de l'avocat qui n'existe plus. Et ce secret ne me protège pas, il protège le justiciable. Il n'y a plus dans notre pays de secret professionnel. Mais par exemple, je prends un exemple Et concret. Hollande, François Hollande avait promis une loi, elle n'est pas venue, et là, pour le moment, je ne vois pas d'effet d'annonce. Là, pourtant, ça légifère assez vite, semble-t-il, à un rythme qui n'est pas un rythme de sénateur, et on ne nous parle plus de cette loi qui viendrait réglementer une fois pour toutes le secret professionnel des avocats. Oui, mais quand les avocats parlent en direct sur BFM TV d'une affaire en cours, il y a le procureur qui Ils s'exprime, ont ensuite tort. l'avocat dans la foulée. C'est normal, ça? Ça se fait en direct? Non, je le dis dans le bouquin, c'est pas normal ça, bien sûr. Ce qui est normal, c'est que la presse informe de l'existence d'un crime, de l'interpellation, de quelques éléments à charge, de quelques éléments de défense, stop et fin, et puis ensuite on laisse la justice faire son œuvre. Là, le problème, c'est qu'on fait des procès avant l'heure. Alors, il y a qui dans ces procès? Il y a un ancien flic à la retraite qui a pas vu les PV, ça va. Une ancienne magistrate qui doit s'ennuyer à 200 sous de l'heure. C'est le président de cour d'assises. Accessoirement. Pas toujours. Ouais, accessoirement. Quelques avocats qui sont en mal de dossier parce qu'ils viennent parler de dossiers qui ne sont pas les leurs et dont ils ne connaissent rien. Et surtout, ça je trouve que c'est le plus beau, un ou deux psychiatres qui viennent faire l'expertise psychiatrique d'un mec qu'ils n'ont pas vu. C'est quand même fabuleux. Et on fait le procès. Et je le dis dans le bouquin, après ça donne taper 1, le type est coupable, taper 2, il est innocent, et taper 3, voilà, vous gagnez votre voyage à Oui, mais à en même Cayenne. temps, maître, vous oubliez aussi parfois l'avocat de la personne concernée qui fait une plaidoirie avant même que le procès ait commencé. Mais monsieur, est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, faire une plaidoirie Pas dans vous. une affaire en cours? Mais Voilà. Après, dans l'affaire chacun- Le Landais, l'affaire Maëlys, on a vu ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun Déjà, fait ce qu'il veut. Mais moi, je déplore ces choses. Je trouve que c'est une véritable dérive. Et que si, au fond, la violation de la présomption d'innocence correspond dans 3 ou 4 ans à une condamnation, bon, le mal aura été fait, ma foi. Mais si ça correspond à la présomption d'innocence qui n'est pas respectée à une décision d'acquittement, là, le mal, il est fait de façon rédhibitoire, définitive. Allez. Et c'est inquiétant. 2 questions encore, Mais Jacques. je vais revenir sur la question Joël. d'Olivier quand même, sur le temps. Je vois dans l'affaire Fillon, pourquoi ça va très très vite au début, et maintenant il ne se passe plus rien. Mais parce qu'au début, il y a l'élection présidentielle qui se profile. Ah bon, donc c'est clair ça. Bah, je sais pas, et depuis, il se passe plus rien. Moi, je suis comme vous. Mais je me pose Bon. des questions en tant que Et puis, citoyen. au début, on donne des PV à Davé Oui. et l'homme, vos excellents confrères du Monde, Absolument. qui les publient. Fillon, il les a pas, les PV. C'est pas lui qui a pu les filer. Comme je l'avais dit, ou c'est une femme de ménage qui les a piqués, ou c'est le PNF ou la police qui les donne. Mais je pense pas pouvoir être démenti, c'est logique. Mais alors c'est grave. Ah, mais c'est Donc grave. le parquet Bah, je vous dis pas qui que c'est pas choisit les grave, candidats à l'élection c'est très présidentielle. grave. Ben, non, mais enfin, il y a quand même une date qui est assez singulière, non? Bon, on était dans l'urgence absolue, là. Fallait Fallait vite, maintenant il se passe plus Et rien. là, et rien. là, il ne se passe plus rien. Et vous Joël. comprenez après qu'on puisse douter de cette oui. justice? Bah, moi, j'en doute de celle-là, oui. Joël. Oui, pardon. Je voulais savoir, parce que vous avez gagné plus d'une centaine d'affaires, est-ce qu'il y a une affaire que vous avez gagnée et que vous regrettez, entre guillemets, d'avoir gagné, ou vous vous dites, j'aurais pas dû le faire acquitter celui-là, ou voilà? Non, pas du tout.
Jamais. Alors, mais je vais répondre complètement à votre question. Si votre question est une insinuation du genre, parmi ceux qui ont été acquittés, il y avait peut-être un coupable, je vous réponds oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Voltaire a dit qu'il valait mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Sauf que moi, là, vous n'êtes pas obligé de me croire, quand je pense à ces affaires que j'ai pu plaider, où des acquittements ont été prononcés, je me demande des fois, 10 ans, 15 ans après, je me dis, mais est-ce que le type était coupable dans mon fort intérieur? Est-ce qu'il ne l'était pas, etc. Mais j'ai la certitude que moi, si j'avais été juge, je l'aurais acquitté. Puis il y a aussi les autres affaires, celles où des condamnations ont été prononcées et où j'ai toujours pensé, moi, qu'on avait condamné à tort un innocent. Au chapitre M, c'est votre maman, votre mère, dont vous aviez déjà parlé, vous aviez déjà évoqué. C'est la femme de votre vie? C'est la femme qui m'a donné la vie, d'abord. Donc de ce point de vue, c'est la femme de ma vie, oui, bien sûr. Il y a aussi la grand-mère. La grand-mère communiste. Il reste quoi de cette grand-mère communiste qui fumait des clopes, qui avait sauté en parachute, qui avait caché des enfants juifs. C'est un personnage absolument incroyable. Il en reste quoi alors dans le Dupond-Moretti de cette grand-mère communiste? Plein de choses. Plein de choses. L'amour des mots, une forme d'indignation, plein de choses. Là, il faudrait une petite psychanalyse de 3 ou 4 ans pour mettre tout ça. Un avocat, ça peut faire une psychanalyse? Ouais, moi j'en ai pas fait, mais oui, bien sûr, je pense qu'un avocat ça peut tout faire, c'est un être humain. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce dictionnaire et puis que je me suis un peu égaré, whisky, cuisine, pour montrer qu'un avocat c'est un mec comme un autre. Même s'il aime la tauromachie, s'il aime pas le vegan et puis je sais pas quoi d'autre. Dans tous les cas, si vous voulez connaître une bonne recette de pâtes, on sait jamais, ça peut encore arriver. C'est un livre de recettes en fait, fallait le dire tout de suite. Il y a une recette de pâtes par Éric Dupond-Moretti. Merci de passer par le grand oral des GG, le dictionnaire de ma vie aux éditions Kero. Merci maître.